nous sommes très heureux d'organiser cette rencontre dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques de l'Association marocaine des enseignants du français. On a choisi pour thème fédérateur pour cette rencontre l'islam aujourd'hui, donc identité et question d'identité et d'altérité. Cette rencontre se fait en coordination avec le lycée Califion à Lumelia et l'association des parents et tuteurs élèves du même lycée. Donc nous avons l'immense plaisir d'avoir comme invité d'honneur un jeune écrivain, jeune personnage mais grand par son talent. Il s'agit de M. Younes Sattali, qui fait partie de la nouvelle génération des auteurs marocains d'expression française. M. Mounir est natif de Sarkir, il est né en 1982. Il est agrégé de littérature française, ancien élève de l'ELS de Lyon, poète, traducteur littéraire, lauréat du prix littéraire de Zem. Il a à son actif plusieurs recueils de poésie, dont, je cite, « J'ai vécu de talent ». Il est donc l'auteur également d'un essai sur Averroès, et il vient de publier il y a quelques mois, n'est-ce pas, un an, presque un an, son premier roman intitulé « Il n'y a pas de l'art d'islam ». Participeront à cette rencontre Monsieur Khalil, à ma droite. Il est professeur de français à l'Arrache, titulaire d'une licence en langue et littérature française, doctorant, qui travaille sur la question sur un sujet qui est donc le voyage et l'altérité dans l'œuvre de Gustave Le Clézito. À ma gauche, M. Chinek Akslen, prof de français à Sarkir. Il a son actif plusieurs diplômes, je vais citer quelques-uns. Diplôme approfondi de langue française, maîtrise FLE en France. Il prépare aussi un doctorat sur les œuvres de Flaubert de Messi. Avant de commencer, je vais d'abord donner la parole à M. Aziz Kandil, inspecteur de français et secrétaire de l'ANEF au niveau de la province de l'Arrache. Donc, je laisse la parole à M. C'est M. Younes. Bonjour tout le monde. Nous sommes très contents, au nom de l'Association marocaine des enseignants de français, de recevoir aujourd'hui M. Younes Sattali pour présenter son dernier roman, Il n'y a pas de barbis, et qui, bien sûr, c'est le vecteur de cette discussion autour de l'islam et l'altérité de l'islam, de l'autre, c'est aujourd'hui. Alors, il y a aussi l'intervention de M. Mustafa, qui est professeur aussi de français au lycée Mohammedia et qui fera aussi une intervention sur le sujet. D'accord? Bon. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, parce que c'est un sujet qui ne cesse de faire couler de l'encre. Il y a énormément de choses qui sont commencées à prendre part aujourd'hui au niveau de la conception de l'islam chez l'autre. Donc on va voir aujourd'hui avec mes collègues des interventions sur le même sujet. Par exemple, M. Jean-Pierre va nous parler un petit peu, va nous faire une synthèse, l'étude sur l'île mentale de jeune homme, l'islam expliqué à ma fille, et puis celui aux enfants et sexualité de l'islam, la décrivage de toute façon. Et puis, mes collègues, M. Chenak et M. Mustafa Younes vont vous présenter une petite étude sur le livre de M. Younes Sattali, Il n'y a pas de barbis. Comme je viens de le dire tout à l'heure,
le sujet de débat aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Ça veut dire que l'islam est sans doute compris différemment d'un peuple à un autre. Chez nous, c'est notre islam. Alors que chez d'autres, les Européens, les Occidentaux, il y a un islam différent. Et il y a toujours une image qu'on le véhiculant à travers notre pratique de l'islam. Nous qui sommes natifs de l'islam, nous véhiculons une image quelconque pour l'autre. Les écrivains dont on parle aujourd'hui, M. Sahani, M. Tarek et M. Bouhiba, sont des écrivains qui ont essayé de donner une image de l'islam qui traverse l'humanisme, qui traverse l'humanité. Ça veut dire qu'il y a énormément de problèmes soulevés, par exemple chez Tarek, il y a le rapport entre la petite fille et son papa. Et le papa, il a vu les attentats du 11 septembre, et il a commencé à dire au papa, je ne sais pas de l'islam, ça c'est le terrorisme, etc. Donc, Tarek s'est trouvé obligé de faire une explication aux enfants sur les tolérances, l'islam très modéré, etc. C'est la même chose que M. Sahani, dans son œuvre. Il n'y a pas de barbarisme, il y a une jeune femme qui a subi des mauvaises malfaits de son papa qui représente l'imam de la mosquée, etc. Donc il y a des versions, il y a une profonde humanité dans la chose. Je vous invite donc à suivre les interventions avec beaucoup d'intérêt et je vous demande par la même occasion de préparer un questionnaire, des questions qui seraient de votre actualité, de votre conception pour enrichir le débat et pour, bien sûr, faire de cette séance une séance de partage et d'échange qui participe à l'ouverture de nos esprits sur d'autres conceptions de l'islam, et non pas l'islam intégriste, ni l'islam fondamentaliste, ni l'islam qui appelle à la guerre, ou appelle à la tuerie, ou appelle au terrorisme. Donc je remercie M. Sahani qui s'est déplacé de là-bas pour venir aujourd'hui aussi bien nous honorer de sa présence avec ses interventions et bien sûr présenter et signer son livre qui est devant vous sur la table. Il y a son livre, il n'y a pas de barbarisme sur la table, il y a aussi un autre livre. Il y a un autre livre sur l'islam. Alors je vous invite donc à prêter beaucoup d'attention aux interventions de vos professeurs et à remercier fondamentalement M. Modèle pour sa présence. Je remercie M. China aussi, M. Younes, M. Filel, M. Boukali pour leur dévouement et pour leur abnégation pour vous présenter une thématique qui est d'actualité. Merci de votre présence et bonne continuation. Monsieur Aziz, j'ai envie de donner la parole maintenant à M. Mehmet Bouguet, représentant, président de l'association des parents futurs élèves, qui nous a été du grand aide. Et donc, je lui donne la parole, M. Bouguet. Bonjour tout le monde. Mon tour, je tiens à remercier M. Mounir Sahani pour sa présence, ainsi que tous les membres de la MEF. Je leur dis qu'ils seront les bienvenus à tout moment. Ils se rendent au lycée Mohammadi. Nous sommes très fiers de les recevoir. Ne cessez pas de refaire et réorganiser ces activités culturelles que nous sommes très honorés et très fiers de multiplier ces actions culturelles pour le bien de nos fils et nos élèves au lycée Mohammadi. Une autre chose que je tiens aussi à remercier la MEF pour cette organisation. Ils m'ont avisé, ce n'est que 2 jours, donc sinon j'étais préparé pour cette présence. Je souhaite bonne continuation et bon courage à la MEF et
une rectification. Mon rôle se limite à gérer le débat, donc je n'aurai pas de... Bon, voilà. Alors, une vie d'écriture m'a appris à me méfier des mots. Ceux qui me paraissent les plus limpides sont souvent les plus craints. L'un de ces faux amis est justement identique. Nous croyons tout savoir sur ce mot, ce que ce mot veut dire. Et nous continuons à lui faire confiance, même quand insidieusement il se met à dire le contraire. C'est par ces mots qu'Ami Mellouf, grand auteur d'origine libanaise, comment se sont laissées les identités meurtrières. Ami Mellouf a vu certainement juste, car aborder la question de l'identité et de l'altérité n'est pas de tout repos. D'ailleurs, ces deux concepts sont inextricablement liés, l'un après l'autre, l'impliquant, le renfermant. Nous vivons dans une ère de postmodernité, d'hypermodernité, qui apparemment semble effacer les clivages, universaliser les valeurs et réduire les frontières. Cela me semble tout à fait faux, car ce que nous constatons dans l'actualité démontre cette prétention ou cette ambition. Donc ce postmodernisme n'arrive pas en fait à éradiquer le mal qui émane du refus de la différence, du repli sur l'identité propre. On continue à rejeter le différent dans son altérité, car celle-ci est conçue comme un obstacle, comme ennemi. Les religieux ont beau célébrer l'altérité, l'amour du prochain, cette identité qui est inassimilable et résistante, reste et devient malheureusement le lieu, voire l'alibi du rejet terrible et assassin de l'autre. Pourtant, une part de l'autre est en nous, car je est à nous. Et pour un vrai dépassement de cette crise, je vais reprendre les propos d'Emmanuel Lévinas, grand philosophe. La différence de l'autre doit être accueillie avec humanité, car c'est elle qui m'humanise. Nos intervenants vont aborder cette question de l'identité et de l'altérité en prenant pour appui des œuvres qui traitent de ce sujet, qui ont écrit par des intellectuels qui ont ce souci majeur, par le Gelou, Mounès Serhani, et le troisième, qui s'appelle Liba. Donc, chacun dans son style propre, chacun selon son point de vue propre. Ils ont tenté de mettre en lumière, via fiction et réflexion, la complexité de cette question et son urgence. Mais le plus important, c'est qu'il demeure unanime pour un humanisme assimilateur des différences, hissé en dogme pour notre humanité blessée. Je donne maintenant la parole à M. Aznef Chilek, qui va développer cette réflexion en se basant essentiellement sur le roman de Mounès Serhani, Il n'y a pas de paradis. La parole est à vous. Merci, Mustafa. Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue parmi nous ici au lycée Khalifion Mohammedia. Et je tiens aussi au départ de remercier Mounès Serhani pour avoir
assumé la peine de se déplacer de Rabat. Et aussi, je remercie toute l'équipe organisatrice. Bon, moi, je vais me pencher sur la question de l'altérité, comme déjà avancé par mon collègue. Je vais focaliser mon intervention sur le regard croisé de Alpha dans la littérature, en l'occurrence marocaine, d'expression française. Et à partir de l'œuvre de Mounir Serhani. D'emblée, il faut souligner que la question de l'altérité est au cœur des problématiques posées par la littérature marocaine d'expression française, dans les différentes disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, l'ethnologie, etc. Donc l'altérité se pose donc avec beaucoup plus d'acuité quant à la théorie du genre homme-femme. En fait, nombreuses sont les thématiques qui gravitent autour de cette question de l'altérité. On trouve la question de l'identité, la sexualité, la tradition, la religion et le féminisme. Alors dans cette intervention, nous questionnerons la mise en scène de la thématique de l'altérité, comment l'autre, homme ou femme, est-il construit dans le roman de Mounir Serhani et quel schéma de pensée cette construction trahit-elle? Nous verrons que l'approche socio-sémiotique de l'altérité nous permet de saisir l'essence de l'œuvre de Mounir. Alors l'intérêt de ce roman est de se pencher de manière explicite sur l'altérité qui s'explique par l'approche de la situation des femmes en terre d'islam autour de la thématique de la sexualité qui en réalité encadre les rapports de force et de genre entre les hommes et les femmes. Il paraît pertinent dans un premier temps de définir la notion de l'altérité. L'altérité vient du latin alter, qui signifie autre. Il y a moi, il y a l'autre. Et l'autre n'est pas moi, mais autre que moi. Alors l'altérité peut être définie comme étant le caractère de ce qui est l'autre. Autrement dit, une opposition radicale entre alter et ego. En d'autres termes, notre ego imagine une frontière. Et ça, c'est un mot clé qui fait clivage et varie selon les époques et les personnalités sur un espace géographique, religieux, historique, culturel, sociologique et ethnologique. Alors la définition d'altérité peut s'avancer autour de cette frontière, souvent immatérielle, que l'on trace entre ego et alter. Par conséquent, l'altérité est perçue comme la reconnaissance de l'autre dans sa différence. Alors venons maintenant au regard homme-femme dans la littérature marocaine d'expression française et en particulier dans l'œuvre de Mounir. Il n'y a pas de barbe lisse. Alors avant, l'homme n'avait pas une tâche reposante. Il avait une situation dominante dans le système patriarcal. Un homme a de l'honneur, du prestige, il commande, il est le maître, le possesseur de femmes en cas de polygamie. C'est une donnée naturelle ancrée dans la biologie et acceptée par les religions monothéistes. L'homme a des traits psychologiques tels que l'estime, on parle de riba, la fierté, la virilité, la curatelle, c'est le pouvoir ou la tutelle, et aussi des traits moraux et sociaux comme le sens de devoir. Il défend l'honneur de sa famille, la parole tenue, il est connu par la parole tenue, la raison, l'équilibre, la prévoyance, la mesure. Il est d'ailleurs comme une source de violence, comme c'est le cas dans le roman. Et on a cité aussi la question de l'inceste. Voici donc les notions définitionnelles de l'homme. Alors l'auteur
une réflexion sur le désir et le plaisir et le danger qu'il y a à vouloir de réduire à une seule dimension sexuelle. La femme d'autrefois n'a jamais été autonome et autodéterminée. Elle s'occupe de l'éducation parentale, l'allaitement, la nourriture, changement du couche des enfants. Il est d'ailleurs perçu comme un être inférieur, source de désordre ou fitna, dangereuse, indomptée par la violence, un corps à cacher. Bref, la femme est considérée comme le fruit d'une idéologie masculine. Par ailleurs, la notion de l'islam est fortement présente dans l'œuvre de Moulla Serhani, et ce depuis les premières pages de ce roman. Il a évoqué le verset 35 de Surat La Lumière. La notion de l'islam et de démocratie provoque un choc profond dans le monde arabo-islamique. Il ne suffit pas de les opposer ou de les déclarer incompatibles. Il faut pénétrer dans le territoire mental de la femme et de l'homme musulman pour comprendre leur réseau symbolique, leur peur, leur fascination et leur hypocrisie. De plus, les peurs sont nombreuses. Il y a la peur d'amour, peur de la liberté, d'opinion, de l'individualisme, peur de l'imaginaire, du pouvoir, des images associées au temps de l'ignorance pré-islamique. Donc, on peut dire que la femme est le confluent de toutes ces peurs. Elle est associée au retour des temps obscurs, du désordre et du polythéisme. Elle modifie l'équilibre économique et familial par son apparition sur le marché du travail, où il est amené à jouer un rôle décisif dans l'émancipation de la femme. De plus, je voudrais dire un mot contre le discours de l'altérité. Il est important de souligner qu'en fait, notre relation à l'autre réside essentiellement dans notre communication. Selon Martine, dont la théorie est fondée sur l'altérité, communiquer ne consiste pas à s'échanger des signes, mais du sens à travers un dialogue. Le signe humain est expression. Donc, on évoquera à ce propos les 4 discours de Jacques Lacan. Il y a le discours hystérique. Le terme hystérique ne désigne pas ici le discours d'une hystérique clinique, mais simplement le discours d'un sujet divisé par sa souffrance, par son symptôme et la douleur d'une demande. Le discours de la souffrance, tout simplement. C'est peut-être le cas de Fatima Zahra, donc personnage principal de ce roman. Alors, l'hystérie est une dimension de la nature humaine. 2, il y a le discours universitaire, qui est le discours qui cherche les causes de la souffrance. Donc ce n'est pas le discours de quelqu'un qui serait spécialement diplômé. Ce discours désigne seulement l'ensemble des connaissances actuelles sur un sujet particulier. Il a des limites, des impuissances. 3, le troisième discours, c'est le discours du maître, qui est le discours sur l'extinction de la souffrance. Le maître n'est pas ici un personnage de chair et d'os, mais simplement un impératif et peut être trompeur et tyrannique. Le 4e et le dernier type de discours, c'est le discours psychanalytique, qui on appelle le praxis de l'extinction de la souffrance, c'est-à-dire la pratique qui assure à chacun la rencontre effective avec son discours, avec son désir. Donc ce n'est pas une opposition de savoir, ni de pouvoir, ni de normalisation, ni d'orthodoxie, mais la fantastique odyssée de notre propre désir en son récit abouti.
Et là, en l'occurrence, j'évoque Julia Kristeva, donc psychanalyste très connue française, mais d'origine russe, même pas russe, hein, oui, romaine, oui. Alors, pour terminer, moi je voudrais bien juste dire aussi un petit mot sur les études de genre. Donc les études de genre sont un champ d'études et de recherche interdisciplinaire consacré aux constructions sociales des identités, représentation et différence entre les femmes et les hommes, dans leur altérité, c'est-à-dire ce qu'ils ont de culturel, de social, de politique, anthropologique, historique, psychique, philosophique, psychanalytique, etc. D'une manière générale, les études de genre proposent une démarche de réflexion et répertorie ce qui définit le masculin et le féminin, donc différents lieux, il y a différentes époques, et s'interroger sur la manière dont les normes se reproduisent. Pour terminer, je voudrais dire aussi souligner que dans ce roman, il y a des voix d'hommes qui permettent à la voix féminine de se libérer. Et donc, le cas de Fatima Zahra a pu se libérer par la voix de son mari, par la voix de l'enfantement, mais aussi par la parole et surtout par le biais de la transmission. Alors, le roman de Mounir Serhani est vraiment une mise à nu, une dénonciation, une libération. N'est-ce pas là l'objectif même de l'écriture? N'est-ce pas là la quête ultime de l'auteur? Un écrivain qui se veut témoin de son époque, rapporté et dénonciateur de toutes les formes d'hypocrisie qui minent notre société. Voilà, donc merci de votre attention. Merci donc M. Schneck. Donc, M. Schneck a tenté de nous éclairer sur ce qu'il a appelé la mise en scène fictionnelle de cette thématique de maternité dans le roman de Mounir Serhani. Bien sûr, je ne vais pas paraphraser son propos, mais j'ai juste envie de dire que ce qui m'a attiré dans ce roman, c'est cette note optimiste qui, par-delà le mal interprété au nom d'une conception biaisée de l'islam, nourrit le message d'espoir auquel il faut s'accrocher. Il n'y a pas de Barbie, c'est un étude aussi, comme vient de dire M. Schneck, une dénonciation voltairienne du fanatisme qui corrompt l'image d'un islam tolérant, humaniste, universel. Avant de donner la parole à M. de Sauveberg, et je voudrais intervenir pour nourrir le débat sur cette question-là. Alors, je ne vais pas reprendre ce que disait M. Schneck tout à l'heure, mais pour moi, pour les gens qui n'ont pas encore eu le plaisir de lire l'œuvre de M. Serhani, j'aimerais en faire une petite présentation très courte, si vous me permettez, bien sûr. Il s'agit d'un roman dont le personnage principal, c'est Fatima Zahra, une femme psychologue, d'accord, c'est une femme psychologue, et qui a eu des traumatismes au niveau de son enfance, dans son rapport avec son papa. Il s'agit de l'inceste, c'est-à-dire qu'elle a été maltraitée, violentée, violée par son père. D'accord? Ce qui est très impressionnant dans l'œuvre de M. Serhani, c'est la manière d'écrire, c'est-à-dire sa manière d'écrire. Je ne parle pas du style parce que l'écriture est très simple, c'est un français accessible pour tout le monde, c'est un français élégant, c'est un français simple et élégant aussi. Mais le roman est subdivisé en plusieurs chapitres, ce qui justifie, ce qui motive cette manière de division, ce sont les voix. Donc à chaque fois, nous avons des voix qui témoignent de cette image que projette Fatima Zahra chez l'autre. C'est ça ce qui est important. Il faut aller
chapitre, peut-être, c'est une petite rétrospective de la son enfance, et il nous place dans le cadre socio-culturel, avec son rapport avec son papa, avec sa première journée à l'école, etc., avec ses camarades de l'école. C'est un contexte qui est un peu teinté d'une horreur, d'un despotisme d'un père qui affiche un islam très intégriste. C'est un papa qui a une barbe, qui est l'imam d'ailleurs d'une mosquée, etc. Mais d'un autre côté, du côté caché de la médaille, c'est que c'est un despote, c'est un dictateur à la maison. Il n'y a pas de télévision à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Et en plus de ça, il y a un effacement de la maman. Et puis, ce qui est pire, c'est qu'il y a un viol atroce, continu. Peut-être à la fin, il devient consensuel entre la fille et son papa. Il y a énormément de choses parce qu'il s'agit d'une psychologue peut-être qui sait comment mettre le doigt sur les choses qui sont un peu tabous, qui étaient toujours tabous dans notre société. De l'autre côté, il y a le témoignage de son mari, de son époux, par la suite, qui voit comment évolue Fatima Zahra et comment il a pu s'émanciper de ce traumatisme qui a peut-être façonné sa vie. C'est ce traumatisme, ce viol de son père qui a traumatisé sa vie et peut-être même qui était à l'origine de son émancipation de cette manière de vivre par la suite à l'européenne, d'être ses études, etc. Son mari aussi c'est un médecin. Et puis il y a son ami qui est témoin de son point de vue, etc. Donc je vous présente, je vous donne envie de lire ce roman parce qu'il représente plusieurs points de vue, plusieurs voix, mais il y a un humanisme très pointu. C'est peut-être des versions de complexe d'Oedipe, complexe des lettres, d'une manière, c'est essentiellement complexe des lettres, qui se trouve dans le plaisir que trouve la fille dans son rapport avec son papa. C'est quelque chose qu'on a conçu toujours comme tabou dans la société marocaine, mais que M. Serhani met en valeur pour mettre en valeur aussi, pour mettre le doigt sur des atrocités qui se font au nom toujours de l'islam. C'est une version de l'être à la marocaine, d'être à l'islam, à une vision de l'islam. Ce n'est pas l'islam en lui-même, c'est-à-dire ce n'est pas la religion en elle-même, c'est plutôt cette exploitation, cette dimension de simulacre que jouent certains islamistes au niveau de l'exploitation de l'islam dans leur société. Je ne vais pas prolonger mon présentation, j'aimerais que cette petite présentation vous donne envie aussi de lire cette œuvre qui est écrite par un jeune Marocain de l'actualité, c'est-à-dire qui suit de manière très profonde l'évolution de la société marocaine, aussi bien au niveau des rapports mari-épouse ou encore fils-papa, fille, parents, et aussi les rôles de l'amitié et le cadre de l'amitié. Il me semble qu'il est important pour certains de venir lire ce bouquin, ce roman, parce qu'il répondra certainement pour certains adolescents, pour certaines adolescentes, à des questions qui pourraient se poser dans leur rapport à leur entourage. Merci. Avant de donner la parole à M. Taufer qui va nous éclairer sur cette thématique en parlant de supports textuels, d'autres supports textuels, j'ai envie de dire un mot aussi sur Mounes Serhani, que j'admire beaucoup parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au patrimoine culturel marocain. Son essai sur Averroès, une série d'interprétations, on est un témoignage flagrant, vivant. C'est quelqu'un qui fait partie de cette génération, il est très jeune, il est né en 1982, et pourtant, normalement, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à
notre culture. Hein. Ils sont les rois, ils s'intéressent à tout ce qui est donc tout ce qui vient d'ailleurs. Lui, il s'intéresse, il a un rapport très intime avec notre culture marocaine, avec notre culture musulmane, et ça c'est une source de, ça ne peut être qu'une source d'admiration pour ce jeune. Hein, et nous voudrions avoir dans notre pays, et surtout, il ne faut pas oublier qu'il est, je dirais, le fils prodige de la ville de Saint-Louis, et justement, on le remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Je donne la parole à M. Tchoufer qui va nous éclairer sur les mêmes thématiques, mais à travers deux autres œuvres, une œuvre de Paris, l'islam expliqué à nos enfants, et la sexualité en islam, qui est un essai d'un auteur tunisien. La parole est à M. Très ravi de signer ma présence avec vous aujourd'hui, surtout à côté de mes chers collègues, des élèves, de l'assistance, de tous ceux qui sont venus pour partager avec nous ce moment de lecture, ce moment de plaisir, ce moment aussi de partage et de bien-être entre les droits de la littérature, du savoir et de la recherche scientifique. La thématique que nous avons délimitée pour notre rencontre, débat et discussion, altérité et identité, question à l'islam aujourd'hui entre les questions d'altérité et d'identité, nous met automatiquement dans un contexte qui est purement philosophique et culturel. Dans la mesure où les deux notions de l'altérité et de l'identité, comme l'a dit tout à l'heure M. Younes, sont intimement liées du fait qu'on est en train de débattre de l'être au monde et le comment de cet être au monde. C'est-à-dire une façon de dire la chose et de dire comment elle existe. Tout d'abord, j'aimerais commencer par cette dimension polysémique de l'altérité, qui est purement une notion philosophique définie par les différents dictionnaires, par la qualité ou le caractère de tout ce qui est autre. Cependant, ce mot altérité peut être défini selon deux niveaux distincts. Le premier étant une opposition entre le sujet et l'objet. Alors, dans la discussion, on pourrait s'élargir en discussion. Donc, vous permettez, parce qu'il y a quand même des notions purement philosophiques, et vous allez devoir nous supporter. Donc, c'est un moi qui s'oppose à un non-moi. Donc, c'est une relation du sujet avec l'objet, une opposition dans laquelle il y a une forme explicite d'un besoin insistant d'appropriation, d'où cette contradiction, et en même temps l'inclusion réciproque des termes de l'altérité et d'identité qui composent l'existence de tout être ou individu. La deuxième forme, le deuxième type d'altérité, c'est sur lequel repose la philosophie contemporaine. C'est celui qui oppose le sujet à lui-même, sous forme d'une intériorité qui occupe l'autre sujet lui-même. C'est-à-dire qu'à partir de la naissance, du moment où la philosophie contemporaine va naître, va voir le jour, il va y avoir une autre forme d'altérité, c'est cette forme qui oppose le moi à ce moi qui est intérieur en nous-mêmes. Donc c'est une forme d'intériorité qui occupe l'autre sujet lui-même, lequel est différent mais qui habite les profondeurs du moi du sujet. Alors la question de l'altérité est considérée uniquement à partir de l'extériorité de l'autre. Le moi, dans ce cas, agit du côté de sa intériorité la plus intime. Autrement dit, c'est un repli, on va sombrer dans un repli identitaire sur soi-même et sur ses propres frontières. Le philosophe
Yaous Gadamer s'exprime sur les répercussions de l'ouverture à l'autre et postule qu'il implique une affirmation, même s'il soit virtuelle, d'une chose contraire à soi, et même dans le cas où cet adversaire serait inexistant. Fin de citation de Gadamer. Donc, un autre penseur martiniquais qui nous vient de la Martinique, Édouard Glissant, qui parle de cette opposition entre le moi et le non-moi comme opposition bénéfique, dans la mesure où il privilégie la question de la relation, en ce qu'il appelle la politique de la relation. C'est-à-dire que dès que vous êtes en contact avec l'autre, il y a une relation qui est solennelle, qui se construise, et déjà l'autre devient, au sens où il appelle Manuel Levinas, il devient responsabilité pour le moi. C'est-à-dire que dès que vous avez du contact avec l'autre, il vous est responsable, c'est-à-dire que vous êtes responsable à l'égard de cette personne. Alors, cette notion de maternité s'est progressée depuis, je dirais, à partir de la fin du XVe siècle, surtout où cette notion va commencer à s'imposer dans le débat philosophique, surtout avec l'événement historique de la chute d'Andalousie. 1492 serait la date qui serait décisive dans cette relation entre le moi et l'autre. Du fait que les musulmans qui étaient en Espagne, en Andalousie, vont être obligés de quitter l'Andalousie suite à cette conquête espagnole, et aussi la découverte de l'Amérique vers 1492 serait aussi ce contact avec les Indiens et la découverte d'un autre qui est différent. Alors, pour ne pas vous... Je vais aller directement vers le sujet pour vous dire, voilà, entre les deux notions d'altérité et d'identité, il y a ce va-et-vient. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de l'identité, on appelle l'altérité et vice-versa. Cette thématique de l'altérité se trouve très présente dans le texte d'Ibn Khaldun, l'islam expliqué aux enfants et aux parents. Ce texte qui va voir le jour à la veille des événements du 11 septembre aux États-Unis d'Amérique et qui va être annoté encore une fois à partir de 2012 suite aux événements ayant relation avec ce qui est appelé médiatiquement le printemps arabe. Donc ce texte paraît aux éditions, dans une nouvelle édition à la veille des mouvements relatifs au printemps arabe, et le fruit d'une réflexion longue autour d'une thématique qui concerne les frontières entre le texte et la pratique de la religion musulmane. Dans l'introduction de l'islam expliqué aux enfants et aux parents, Ibn Khaldun va avoir son objectif. C'est dévoiler les explications qui sous-tendent aujourd'hui la confusion entre l'islam et le terrorisme. Pour expliquer sa démarche, il écrit, je cite, « Ce n'est surtout pas un prêche ni un plaidoyer. Je ne cherche pas à convaincre, je raconte le plus objectivement et le plus simplement l'histoire d'un homme devenu prophète, l'histoire aussi d'une religion et d'une civilisation qui a tant apporté à l'humanité. » Fin de citation. Il s'agit donc de préciser comment les principes et les valeurs de la religion musulmane ont subi plusieurs formes de détournement et ont été asservis au profit d'une idéologie fanatique et intégriste. À la manière d'un pédagogue, Ibn Khaldun se montre soucieux de véhiculer les vrais préceptes de l'islam. C'est pourquoi le recours au dialogue entre un adulte et un enfant, une enfant, qui pose des questions simples, lourdes et surtout influées par le regard négatif porté sur l'islam et les musulmans dans le monde occidental et surtout en Europe, pourrait servir comme toile de fond
pour une installation nationale de la vérité des pratiques religieuses. Al-Jaloul, comme lecteur averti de l'histoire arabo-musulmane, effectue à travers une approche diachronique un retour forcé au passé glorieux d'une civilisation qui dépasse les 15 siècles. Alors cette civilisation pose aussi la question dans son livre. Dans la deuxième partie du texte, c'est plutôt l'essentiel du texte parce que c'est une partie qui s'adresse essentiellement aux enfants et aux jeunes, dans laquelle il met une technique qui est fort intéressante, c'est sa technique de dialogue entre un adulte et un enfant. Et dans ce dialogue-là, il y aurait des questions qui sont posées d'une manière simple et très bien claire de l'enfant, et le père de répondre à toutes ces questions, et dans laquelle, dans ce dialogue-là, il va chercher à corriger l'image de l'islam qui est véhiculée à travers les médias à l'échelle internationale. Ce serait aussi l'occasion pour le père de corriger et de mettre en question ce double discours de ceux qui prétendent parler au nom de l'islam, et ce double discours est susceptible de perdurer un climat de tension au sein de la communauté musulmane et l'empêcher de se pencher sur les grands défis de la nation. Dans la troisième partie du livre, essentiellement composé des articles et des communications que Al-Jaloul avait publiées auparavant, résume en quelque sorte la conception d'un acte de religiosité qui tranche avec le rejet de l'autre et l'incrimination de ces différences. À cet effet, et aux yeux de Al-Jaloul, la question de la laïcité devient une donnée qui pourrait être la solution efficace pour réduire les distances entre les musulmans et l'autre. Du moment que le conflit civilisationnel entre l'Orient et l'Occident ne cesse d'être envenimé par des actes de violence dus à la différence de foi et des principes culturels. Al-Jaloul, en tant qu'écrivain, un penseur très proche d'une civilisation européenne, à laquelle il ne cesse de faire éloge, il voit que l'intérêt des musulmans réside dans le rapprochement culturel entre les deux civilisations, orientale et occidentale, et qui ne peut avoir lieu qu'à travers une lutte contre l'ignorance et la peur. L'auteur revient dans la quatrième partie de son livre aux retombées politiques et historiques de ce qui a été médiatiquement appelé les événements du printemps arabe. En effet, le livre fait allusion aux conditions susceptibles de réaliser un vrai changement dans l'entrée culturelle, en se penchant sur une correction rationnelle et objective de toutes les défaillances que connaît le système de pensée arabo-musulman. D'emblée, le texte de Al-Jaloul, l'islam expliqué aux enfants et aux parents, tire la sonnette d'alarme sur le devenir d'une civilisation ancestrale qui sombre aujourd'hui et depuis la chute de l'Andalousie dans la régression et s'achemine vers un retard historique, politico-culturel sans précédent. Si, aux yeux de Al-Jaloul, si aujourd'hui les musulmans sont pointés du doigt chaque fois qu'il y a un acte de terrorisme à travers le monde, c'est parce qu'il existe des personnes parlant au nom de l'islam qui revendiquent ces actes faisant part d'une idéologie fondamentaliste négationniste qui déclare fermement son opposition au dialogue, à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. C'est exactement pour cette raison-là que Al-Jaloul s'attarde à expliquer dans son livre certains mots de nos jours objets de confusion et de fausses interprétations comme celui de djihad, qui signifie au temps du prophète, je cite, résistance contre les tentations, contre l'attraction du mal, devenant pendant la période des croisades synonyme de combat contre les agresseurs pour se défendre, et pour progresser par la suite, pour devenir un mot dont il y a un abus linguistique, il y a l'utilisation de ce mot djihad est abusivement implicite pour légitimer les attaques terroristes perpétrées au nom de l'islam et en donner une légitimité religieuse.
Al-Jaddoun ajoute aussi la notion de salam. Ce mot salam, aux yeux de Al-Jaddoun, renvoie à la paix, elle-même synonyme de soumission à un Dieu unique, juste et créateur du monde, et à qui on doit fidélité, loyauté et adoration. Alors, faut-il souligner à ce propos qu'avec le penseur algérien Mohamed Al-Kour, que l'expansion, je cite, l'expansion du fait islamique n'a réussi nulle part, pas même en Arabie, à éliminer totalement les réalités propres aux univers pré-coraniques. Fin de citation. D'où l'obligation de définir les codes particuliers d'articulation des faits locaux et du fait islamique lui-même, ouverts à différents rapports extérieurs. Et par la même occasion, cesser d'incriminer les penseurs arabes qui se sont penchés sur l'étude du texte sacré pour le rendre accessible à la compréhension et adaptable aux nouvelles conditions des lieux. Le deuxième texte de Abdullah Bourguiba, la sexualité en islam, paraît en première édition en 1975 et réédité plusieurs fois avant de paraître en 2010 dans la collection Collège aux éditions Buff, présente une réflexion mûre sur les frontières entre le sexuel et le sacral, dans un rapport de réciprocité de par son approche synchronique et la qualité de l'analyse. Ce livre, divisé en deux parties distinctes, plonge dans l'histoire de la sexualité en islam, qui reflète l'histoire que le musulman entretient avec son propre corps. L'islam sacralise le corps à tel point que l'acte sexuel et la sexualité de l'individu en devient par défaut une donnée purement sacrée. Pour l'auteur, je cite le Bourguiba, l'islam ne refoule pas la libido. Fin de citation. Dans la mesure où les désirs d'un bon croyant sont exaucés au paradis, là où ils sont pris au sérieux et en considération. Dans la première partie du livre, intitulée La vision islamique de la sexualité, le fait d'assumer une fonction sexuelle est une acceptation d'être témoin d'Allah. C'est une manière de prouver à Dieu soumission et adoration. Dans cette partie, de Bourguiba s'attarde à parler de la vision islamique de la sexualité en se penchant sur des questions comme le Coran, comment il présente la donnée ou la question sexuelle, les interdits islamiques, la place de la femme en islam en relation en question de sexualité, comment atteindre, comment jouir de sa sexualité comme donnée sacrée, alors que dans la deuxième partie, nous avons plutôt comment gérer la question de la sexualité à travers quelques aspects de la vie sexuelle des musulmans, comme la circoncision, la question de la prostitution, il y a aussi tout ce qui est en relation avec la misogynie, le mysticisme et ce qui est appelé communément par le wujud. Dans la conclusion du livre, Bourguiba souligne que la crise de la sexualité dans le monde arabo-musulman n'est rien en fait qu'une crise de foi, dans la mesure où il existe une parfaite harmonie entre la jouissance et la foi, quand l'islam attribue à la donnée sexuelle un sens grandiose et une forme de transcendance pour arriver à déculpabiliser la sexualité. Merci de votre attention. Merci, M. Tourcat, pour votre intervention. Alors, M. Tourcat a mis en lumière, avec un souci très louable, de détails, de nous éclairer sur d'autres approches de la question de l'altérité et de l'identité à travers deux œuvres tout à fait différentes, à bien des niveaux. D'abord, l'islam raconté aux enfants, aux parents, par le genou, qui nous a habitués à ce type de livre, et à travers lesquels il tente, par un effort de simplification ô combien ardu, de rapprocher
lecteur moyen de cette question-là est à travers une deuxième œuvre qui s'inscrit dans une perspective sociologique, c'est celle de Wahbi. Avant de donner la parole à notre cher invité, monsieur, je voudrais dire un dernier mot sur cette question-là. Encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que les thématiques traitées par M. Djofé dans son intervention sont des thématiques qui sont présentes aussi dans les œuvres de M. Boulay Serhani, à savoir la sexualité et l'islam. Donc, oui, c'est vrai qu'autrefois, et dans notre conception fondamentale, comme étant une société un peu très conservatrice, parler de la sexualité, parler de sexe, parler de l'amour, etc., sont des thématiques qui restent encore un peu tabous et qui suscitent des réserves un petit peu dans nos discussions. Les auteurs que mes collègues ont cités, M. Boulay et M. Djofé ont cité, ne traitent pas ces thématiques de manière publique, non. Ils sont traités de manière scientifique. M. Djofé l'avait dit au début, c'est un travail de recherche, c'est un travail de recherche scientifique, c'est un travail de recherche sociologique, c'est un travail de recherche très approfondi pour apporter à notre société les lumières dont elle a besoin. Notre société vit maintenant cet tabou de ne pas parler, c'est impudique de parler de la sexualité, c'est impudique de parler de manière très très critique. Non. Maintenant, il y a